Bonjour et bienvenue aujourd'hui au studio Air et Cosmos dans lequel nous allons parler de l'avenir du char de bataille et du programme MGCS. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir deux personnalités. Patrick Ancel, qui est enseignant chercheur notamment à l'école de guerre économique, où j'ai la chance de parfois faire des conférences également, et qui dirige aujourd'hui le cabinet Artem. Et Thomas Seignon, qui est un ancien officier de cavalerie, qui est l'ancien conseiller terre DGA, qui a travaillé également à la STAT, la section technique de l'armée de terre, également à l'école de la... Qu'est-ce que je rate ? L'école de cavalerie. L'école de cavalerie. On s'y connaît en char, c'est un petit peu ça ? On peut dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Ma première question, quand on voit l'Ukraine, le char, c'est dépassé, ça ne sert plus à rien, c'est ça ? Moi, je constate simplement qu'aujourd'hui, des chars, il y en a partout sur tous les théâtres d'opération. Bien sûr, on nous a montré les images en 2022 de l'arrivée des soviétiques, enfin des Russes, pardon, en Ukraine, avec, on a tous vu ces images de chars détruits. La Brovary, il y a des images très connues. Ouais. Etc. Tout le monde les connaît. Il n'y a pas que des chars qui sont détruits, il y a beaucoup de véhicules de transport de troupes chenillés, on dit c'est des chars, mais en fait non, c'est pas des chars. C'est pas parce qu'un matériel est mal employé qu'il est pour autant non opérationnel. Et puis, dans cette même logique d'approche un petit peu extraordinaire, j'allais dire médiatique généraliste, on nous annonce 2 ans plus tard que l'arrivée auprès des Ukrainiens de chars d'origine européenne, comme des Challenger 2 britanniques ou des Leopard 2 allemands, vont constituer un véritable game changer pour la guerre. Ce qui est la même outrance, mais de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. Et je terminerai en disant que de toute façon, la mort du char, elle a déjà été annoncée plusieurs fois. Elle a été annoncée en 1917, lorsque les premiers engagements ont lieu au chemin des Dames. On a failli, avec nos 130 chars qui sont partis et la moitié seulement qui sont revenus, le commandement a dit est-ce bien efficace cette affaire ? Et puis, à titre d'exemple comme ça, 73, les Israéliens se prennent une véritable dégelée, si je puis m'exprimer ainsi, en perdant en l'espace d'une journée face aux Égyptiens et aux premiers missiles anti-chars déployés, 250 à 300 chars en une journée. Donc si vous voulez, la mort du char, bon, ok, d'accord. C'est pas la première. Essayons un petit peu plus profondément sur le sujet et pas s'arrêter à cette vision que j'allais dire un peu caricaturale. Donc voilà. Partons du principe qu'il y aura toujours besoin de chars dans le futur pour percer, pour avancer. Vous avez dit quelque chose qui était important, c'était aussi qu'il y a une question de doctrine et d'emploi. Les Russes n'ont pas forcément utilisé comme il leur aurait fallu, surtout face aux drones, les Ukrainiens de la même manière. Mais comment est-ce que, si on se projette dans l'avenir, on parle du MGCS, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui définir une doctrine d'emploi valable jusqu'en 2080 pour un char qui va sortir dans 20 ans ? On nous dit, le MGCS c'est le successeur du Leclerc en France et le successeur du Leopard 2 en Allemagne. Avec cette image que je qualifierais de datée, qui est la référence à un char tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il a été dans le passé. Et pour beaucoup de gens, c'est une référence à une sorte de dinosaure qui appartiendrait à la guerre froide et qui en plus subirait, j'allais dire, le mythe des combats de la Seconde Guerre mondiale. On n'en est plus là, si vous voulez. On n'en est plus là. Donc MGCS, système principal de combat terrestre, le premier mot qui arrive, c'est système. Et donc un système, comme son nom l'indique, c'est plusieurs éléments qui sont agrégés les uns avec les autres. Le char, c'est un élément du système. On peut considérer que c'est un maillon fort du système, mais ce n'est qu'un élément du système. Est-ce qu'on veut mettre toutes les technologies naissantes qui ne sont pas encore maîtrisées, mais qu'on projette sur un seul châssis ? Ça me paraît difficile. C'est ce qui s'est fait à peu près jusqu'à maintenant. On augmente, on met sur ces malheureux châssis qui vont peser des poids absolument pas possibles. On arrive avec des poids aujourd'hui de 70 tonnes, 80 tonnes. Où va-t-on ? Donc on voit bien que c'est no way, quoi. On ne peut pas aller plus loin là-dessus. Donc la réflexion qui est menée à travers MGCS me semble intéressante d'un point de vue doctrinal, pour dire qu'est-ce que sera le char futur. Mais char, oublions l'image des chars de 1918, on n'est plus sur Renault FT, si vous voulez. Donc on est sur la réflexion d'un écosystème et pas simplement sur le char lui-même, un petit peu comme on parle de SCAF dans le domaine aérien, avec l'avion de 6e génération, avec tout son écosystème. On a une distribution de capteurs et d'effecteurs d'un côté, et de l'autre un enjeu de fusion des données. Et finalement, MGCS a vocation à être plutôt cela qu'une plateforme spécifique au sein de cet écosystème. Et ça veut dire qu'on ajoute des capteurs un petit peu futuristes, on imagine des qui futurs n'existent radars. peut-être pas encore. Oui.
Et le but, c'est d'arriver à faire travailler tout ce beau monde ensemble, l'ensemble de ses composants, qu'ils soient sur telle ou telle plateforme, ou en dehors même de la plateforme, avec une mutualisation de ressources. Et le but, c'est de permettre de fusionner toutes les données qui sont captées par ces différents outils de renseignement, de ciblage, et puis générer des effets qui seront extrêmement polyvalents. C'est-à-dire qu'on peut, et c'est le principe du cross-domain battlefield, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir un effet généré par des effecteurs qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais qui seront à disposition de pions tactiques, qui seront mutualisés. Tu regardes l'uberisation de ce qui se fait en matière d'artillerie en Ukraine. Oui. Eh bien, l'idée, c'est d'aller vers ça à très grande échelle, une méta-uberisation au profit du combat terrestre. Mais ça veut dire que on revient sur cet écosystème, on revient sur cette question de doctrine. Typiquement, on doit se défendre contre les drones et les missiles. Ça maintenant, c'est la tendance certitude. aujourd'hui. Mais tu prends il y a 10 ans, c'était les IED. Oui, les deux sont nécessaires du coup. Mais voilà. Et les obus d'artillerie sont extrêmement létaux sur les plateformes blindées, par exemple. Ils sont très précis. Maintenant, l'artillerie prend un rôle de plus en plus important de par la précision de ses coups. Lorsque moi j'étais jeune lieutenant, l'artillerie c'était pour faire des terrains de football, quoi. Là maintenant, on tape avec des précisions métriques. Bon, on est carrément dans une évolution. Mais ça, les évolutions technologiques, c'est un des éléments de l'équation. Si vous voulez, l'évolution à travers MGCS, moi je vois trois grands acteurs qui interviennent sur ce que j'appelle une table de mixage, pour donner une idée à peu près claire, pour que ça parle. Cette table de mixage, vous avez des curseurs. Certains de ces curseurs dépendent des militaires. Évidemment, on parle de matériel de défense. Donc les militaires, à travers la doctrine, à travers la réflexion doctrinale qui est menée, expression du besoin, quelle est la menace, comment on y répond, etc. Ça, c'est le domaine purement, j'allais dire, militaire. C'est un des acteurs de cette table de mixage qui fait monter plus ou moins certains curseurs en fonction des besoins et de la menace. Vous avez un deuxième acteur majeur qui est évidemment la BITD, la base industrielle technologie de défense, qui va jouer également sur ces curseurs. Maîtrise des technologies, maturité de certaines technologies, intégration, capacité industrielle à les mettre en œuvre, parce que ça aussi c'est important. Entre ces deux acteurs, vous avez un élément clé qui est la DGR, Direction Générale pour l'Armement, qui fait l'interface entre ces deux acteurs, ce qui fait déjà pas mal d'intervenants. Mais il y en a un troisième qui arrive en échelon, j'allais dire en deuxième échelon, mais qui est très important, qui est le monde politico-économique. Est-ce qu'on veut? Quelle est la volonté d'aller dans telle ou telle direction? Dans le domaine de l'armement, on voit bien aujourd'hui que cette action politico-économique, elle est extrêmement visible. Prenons un exemple dans le domaine des blindés, pas du char, mais des blindés plus légers. La société Arcus vient d'être reprise en compte par une société de droit belge qui s'appelle John Cockerill Défense, mais dans lequel l'État français est présent, évidemment. Pourquoi? Pour créer un ensemble cohérent à partir d'une société qui est spécialisée plutôt dans des châssis, une autre plutôt dans des tourelles. On met châssis sur tourelle et on a quelque chose dans le domaine de la défense européenne qui fait sens. Donc on voit bien que là, on prend un recul très important, mais ce sont sur la table de mixage que j'évoquais, ce sont des curseurs extrêmement importants. La seule difficulté qu'il y a dans tout ça, si j'ose dire, c'est que contrairement à une table de mixage et un DJ où il est tout seul derrière, là, ils sont plusieurs. Et qu'il faut que les planètes s'alignent. Et ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a quand même une opposition entre le militaire qui veut être capable de se défendre, d'attaquer et de se protéger ses hommes, oui. Et puis la question du coût. Et là, on en vient à la question de la low-costisation de la guerre qu'on voit. La masse et le low-cost, est-ce qu'elle est compatible avec une armée de très haute technologie? Autrement dit, si dans 35 ans, on a 200 MGCS et qu'en face, on a des Russes qui ont 2000 chars avec une acceptation de la perte qui soit très élevée, est-ce qu'on sera capable de faire face? On aura vraisemblablement un MGCS avec dedans des composants. Oui. Un MGCS, c'est le phénomène. Oui. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est le concept général de cette coopération intersystème. Sur le côté de la masse, c'est clair qu'on ne peut pas répondre que par de la techno si on n'a pas la réserve derrière pour encaisser le choc. Et on est face à des adversaires qui ne seront pas des adversaires asymétriques des décennies précédentes. On est sur le retour de la guerre conventionnelle, on est face à un adversaire potentiel qui est parfaitement symétrique, voire pour avoir un ascendant demain sur certaines technologies. On a un enjeu de massification qui est non négligeable. Et on ne peut pas simplement espérer le miracle de la technologie pour vaincre les masses d'effecteurs qui pourraient nous être envoyés ou les masses de troupes qui pourraient nous être envoyées. On a un enjeu de ne pas finir comme les Spartiates face à la masse d'Athènes et de ses alliés, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'in fine, on aura, plutôt que d'avoir un char qui est capable de faire un petit peu tout,
on aurait des modules qui travaillent les uns avec les autres, par exemple une sorte, je sais pas, de char ou de blindé, ou même de drone, robots terrestres, qui ferait la défense anti-drone, et puis un autre qui serait un soutien anti-aérien, et puis un autre qui ferait de l'appui. On rentre dans la notion de système qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement. Est-ce que ça sera ça? De toute façon, au résultat, ce sera toujours un compromis. Vous savez, je reviens à mon image de table de mixage. Comme il y a plusieurs acteurs, il va falloir que les planètes s'alignent et ce sera forcément un compromis. Le militaire, vous l'avez dit, lui, il veut toujours que le véhicule fasse toujours plus et qu'il fasse tout, etc. Bon, l'industriel, il veut dire, vous êtes gentil, mais c'est pas possible. Parce que si vous voulez qu'il fasse tout, ça va vous coûter un prix absolument pas possible. Donc, de toute façon, ça sera un compromis qui s'appuiera sur une vraie volonté politique et économique, parce que ça, c'est important. Sinon, ça ne débouchera pas. À titre d'exemple, les Américains, dans le début des années 2000, ont développé un programme qui s'appelait FCS, Future Combat System, qui a coûté des milliards. Un système de système. Un système de système qui a coûté des milliards et qu'ils ont, du jour au lendemain, abandonné. Quoi. Avec un coup derrière, parce que la politique a dit stop, on arrête. Donc, si vous voulez, il y a vraiment la coordination de ces différents acteurs qui rend la chose complexe, mais qui est la seule façon de parvenir à un système qui réponde le mieux possible, de façon un compromis, aux diverses menaces telles qu'on les évoque. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on vise pas trop haut? À force de viser un ensemble qui fasse plein de choses en même temps et que ce soit vraiment une révolution, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à travailler plus de manière incrémentale, en ajoutant un capteur, etc. Alors ça alourdit le char, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir des étapes intermédiaires, peut-être comme le font les Allemands d'ailleurs, avec le Léopard qu'ils arrivent à fournir un peu à tout le monde, avant d'arriver à ce 2045, et rien entre un super char Leclerc et le MGCS? Alors, à mon sens, il y a une contradiction dans le MGCS. C'est qu'il y a à la fois un enjeu qui est fondamental de coopération des systèmes, des sous-systèmes, des capteurs, des effecteurs. On va vers ça, les technologies nous poussent vers ça, mais les enjeux opérationnels également. Face aux essaims de drones notamment, on a des enjeux d'être justement dans un combat distribué. Et sur ce point-là, la France est pionnière. Hein. La BOA, ça date d'il y a plus de 30 ans maintenant, c'était les années 90. La bulle opérationnelle aéroterrestre. Scorpion est un programme qui est extrêmement d'avance par rapport à la plupart des puissances du monde. Hein. Donc il faut aller vers ça. Et en même temps, on se dit que c'est l'occasion de renouveler des matériels, notamment le matériel char. Et bien, c'est pas le même sujet à mon sens. Et on met les deux dans le même bloc, quelque part, soit pour justifier le fait qu'on ne mette pas d'argent, on en met un peu sur le Leclerc, mais on ne pense pas à son renouvellement immédiat. Ça nous repousse finalement à des horizons qui sont lointains. On parle de 2035, de 2040. C'est deux sujets différents. Sauf que si tu enlèves le char comme étant le sujet de renouvellement, tu as du mal à justifier des budgets, notamment du point de vue politique, sur quelque chose qui est finalement de la technologie de numérisation et de coopération de capteurs et d'effecteurs. Le cœur, il est là, c'est la fusion de données, c'est l'IA. Va rendre palpable ça aux yeux d'un élu, aux yeux d'un député qui va voter les budgets. C'est délicat, c'est difficile. Combien j'ai de divisions avec ça? Rien. On parle de quel budget? Pour juste le programme? Alors, à ce stade, on n'a pas d'éléments. On sait ce qu'on commence à mettre sur la table. On n'a pas un budget global, surtout à dizaines de milliards. Puis les budgets, ils explosent de toute manière. Hein. Et l'armée de terre a compris, justement, avec la BOA au début des années 2000, fin 90, qu'il fallait développer des programmes avec une cohérence d'ensemble. Parce que face à la marine, par exemple, qui propose un nouveau porte-avions, quand la marine dit un nouveau porte-avions, elle ne dit pas un nouveau bateau. Elle dit un nouveau bateau, plus les avions qui vont dessus, plus le sous-marin qui tourne autour, plus les frégates, machin. Donc il y a une cohérence d'ensemble. Et les marins avaient beau jeu de dire, ah ben oui, mais si vous enlevez la frégate, le machin, il ne tient plus. Bah oui. Bon, avec Scorpion, c'est ce qu'on a fait. C'est qu'à la fois, il y a une double démarche. Il y a une démarche de réflexion doctrinale qui est absolument nécessaire et que les armées mènent à intervalles réguliers. Je veux dire, c'est pas. Mais en même temps, de se prémunir contre le risque de se voir supprimer des trucs qu'on présentait par petits morceaux. Et là, on dit, on a un programme d'ensemble. Si vous enlevez un morceau, un maillon de la chaîne, ça s'écroule. Et donc, il est important que l'armée de terre puisse aussi avancer dans ce domaine-là pour préserver, appelons un chat, préserver les financements. Il ne s'agit pas forcément d'aller chercher des choses très très compliquées ou des technologies super compliquées. Vous savez, quand le Leclerc est arrivé, on a eu un peu de mal dans l'arme blindée. Parce que la machine, c'est-à-dire qu'on passait d'un engin qui s'appelle l'ANX-30, dont d'ailleurs le développement initial avait été pensé en franco-allemand. Je ferme la parenthèse parce que c'est un échec. Et donc, on arrive à une machine dont la première chose qu'il faut faire quand vous montez dedans, c'est initialiser l'affaire en tapant sur un clavier, quoi. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens dans l'arme blindée qui n'ont pas passé cette étape, qui étaient des gens tout à fait professionnels dans leur métier sur un AMX-30,
qui disait moteur en route en avant derrière moi. Là, c'était plus moteur en route en avant derrière moi. C'est j'initialise mon char et je dialogue avec une voix artificielle qui sort du fond de la tourelle. Il a fallu combien d'années pour intégrer le Leclerc entre la livraison et l'admission au service actif? MSO, 9 ans. 9 ans? 9 ans. La Mise en service opérationnel. La MSO mise en service opérationnel, 9 ans, qui a été déclarée, si mes souvenirs sont bons, en 99 lors du déploiement au Kosovo. D'accord, donc Sachant que les premiers engins arrivent en 90-91 à Mourmelon, au 501e char de combat. Okay. Et ça a été difficile, pour un tas de raisons. Mais tu vois, tu as un problème, c'est que quand Stéphane Meyer, le PDG de Nexter, présente MGCS devant la commission de défense, en mai 2019, il dit MGCS, c'est le renouvellement de 8000 chars en Europe. Il ne parle pas du système de système, il ne parle pas de choses qui finalement sont incompréhensibles de la part du monde politique, qui n'est pas forcément inculturé aux questions de défense. Il parle de renouvellement de chars de combat. Et quelque part, c'est peut-être pas le début, mais en tout cas, ça vient ancrer cette espèce de paradoxe. MGCS, c'est donc un char. Non, c'est pas un char. Je reviens sur les doctrines, sur les emplois, sur les perspectives. On voit plus ou moins que c'est flou, mais se dessine un écosystème de blindés qui travaillent les uns avec les autres, avec tout ce qui va autour. Nos compétiteurs stratégiques. Alors déjà, quand on fait le bilan de ce qu'on a et quand on se compare, on voit par exemple en Ukraine, même si ça n'a pas été le game changer, notamment par manque de masse, c'est parce qu'on donne 30 chars, ça n'a pas changé grand-chose, mais est-ce qu'on peut se satisfaire du niveau de nos chars si on compare avec par exemple le T90, où déjà aujourd'hui on se dit on s'est trompé dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Alors, on s'est trompé dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Non, on ne peut pas dire ça au sens où un engin comme le Leclerc, si vous voulez, encore aujourd'hui, est un engin qui, étant maintenant bien maîtrisé par les équipages parce qu'il a fallu du temps, comme je l'ai dit, est un engin qui assure encore des capacités que même des chars plus récents n'ont toujours pas. Si je peux me permettre, l'ambition des Coréens avec le K2, c'est d'atteindre le niveau du Leclerc qui a 30 ans. XLR, oui. Non, non. Oui. Avec 3 personnes à bord. C'est ça, enfin, ils visent des capacités opérationnelles qu'on a nous depuis 20 ans, avec le K2. Le tir en mouvement, etc., c'est ce genre de choses. Avec la même précision et la même efficacité que ce que l'on a, nous, depuis 20 ans. Un parcours de tir, Leclerc, j'en ai fait, et j'ai fait avant avec la MX-30, si vous voulez. Un parcours de tir n'a plus du tout la même façon de se dérouler. Dans un AMX-30, vous aviez donc un canon de 105, une arme coaxiale de 20 mm et une mitrailleuse 762 au chef de char. Et puis un équipage de 4 personnes, le pilote en bas et 3 personnes qui étaient dans l'espace de la tourelle et qui donc, concrètement, je peux vous dire, on enlevait la radio et on se parlait en gueulant, quoi. Voilà. Bon. Le tout avec les fumées du canon de 20 qui sont très nocives par ailleurs. Bref, au bout de 30 minutes, vous arriviez à la fin du parcours, avec les étapes différentes. Vous aviez tiré une dizaine d'obus de 105, une cinquantaine d'obus de 20, une centaine de mitrailleuses, machin, etc. Vous étiez fatigué. Mais quand je dis fatigué, c'est physiquement fatigué. Et pourtant, l'ennemi en face, c'est des cibles en carton, quoi. Hein. Donc j'imagine la situation avec un type qui répond. Parce qu'en plus, il avait le bon goût de ne pas riposter les cibles, c'est quand même sympa. Donc, si vous voulez, on se retrouvait avec le Leclerc, avec une machine qui assure un chargement automatique, une capacité de détection et de tir stabilisé en roulant de jour comme de nuit, incomparable. Ouais. C'est juste incomparable avec le précédent. Et vous êtes tout seul. Vous ne voyez pas les gens à côté, vous ne leur tapez pas sur la tête. Si mon chargeur dans la MX-30 ne met pas l'obus de 105 et ne met pas le coup de sécurité, je lui envoie, je lui tape sur la tête pour qu'il dise « fais ton boulot ». Là, c'est la machine qui fait le boulot et ça se passe de façon très soft puisque la radio, c'est du déclenchement, on parle au niveau du cou et de l'oreille. Il n'y a pas de bouton à appuyer, là, il suffit de parler et ça fait passer le message. Donc on arrive en fin de parcours. Non seulement on a fait but à peu près sur tout, parce que la machine est extrêmement performante quand tout fonctionne bien, et on arrive, on est, pas qu'on est reposé, c'est pas la question, mais on est beaucoup plus détendu, entre guillemets, que si on l'avait fait avec un MX-30. Bon. Mais soyons clairs, ça, tout ce que vous décrivez là, le T90M n'en est pas capable. Alors, d'un point de vue ergonomique, je ne suis pas monté un T90, mais je ne dis pas qu'il est moins bon, c'est pas la question. D'abord, la première valeur d'un char, c'est des gens qui sont dedans aujourd'hui, c'est pas autre chose. Donc ça commence par ça. Ensuite, qu'il soit capable d'un tas de choses, c'est fort probable. Mais je dirais qu'il a été conçu comme une amélioration successive d'un engin existant. En fait, il était 72. Oui. Incrémental. Le Leclerc, on a décidé de partir d'une feuille blanche, avec des technos qui au début n'étaient pas complètement matures et qu'on a petit à petit développés. Le Leclerc est propulsé par un moteur qui n'est jamais qu'un V8,
alors que les engins comme le Léopard 2, c'est du V12 turbo-compressé. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que l'engin est plus long d'un galet de roulement. Quand vous les regardez de près, il y en a 7 sur un Léopard, il y en a 6 sur un Leclerc. Et donc, le moteur est plus compact, donc l'engin est plus compact, donc on peut mettre plus de blindage à poids équivalent, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il faut réfléchir avec tout ça. Donc c'est un engin extrêmement performant. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Oui, bien sûr, mais il a fallu se l'approprier. Et il ne faut jamais oublier qu'un engin qui arrive en service, après un certain temps d'expérimentation, il faut que les équipages se l'approprient, quoi. Et ça prend du temps. D'où le fait que le T14 ne soit pas déployé. Il y a deux raisons. Une raison politique, tu as des T14 On va rappeler détruits, le T14, c'est l'Armata, le nouveau char russe, et puis il y a le fait que sans doute sa MSO n'est pas atteinte. C'est le premier nouveau char repartant d'une feuille blanche, et à ma connaissance, il a même été annulé, le programme. Alors, le T14, c'est typique des Russes, alors j'allais dire, c'est même historique, quoi. T14, moi, il me fait penser au défilé sur la place Rouge dans les années 30, avec les engins qui s'appelaient T28 et T35 à l'époque, qui sont des chars multitourelles, c'est très à la mode à l'époque, où il y a une tourelle centrale, puis plein de petites tourelles autour, et des engins monstrueux du coup, parce qu'il faut qu'ils soient très énormes, avec des moteurs sous-dimensionnés, parce qu'on n'avait pas la puissance à l'époque, et donc très fragiles, et qui sont tous juste bons à défiler sur la place Rouge, quoi. Parce qu'en 1941, lorsqu'ils ont été mis en ligne, ils sont tombés en panne avant même d'arriver au contact. Donc le T14, c'est typique dans cette démarche de démonstration politico-diplomatique, en fait. Il n'a pas attendu d'arriver au front pour tomber en panne, puisqu'il est tombé en panne sur la place Rouge. Et puis cette notion, on peut discuter un tas de choses, la notion d'équipage enfermé dans la caisse avec une tourelle non habitée. Il faut faire très attention à ce genre de choses. Pourquoi sur le Jaguar qui vient d'arriver en service, on a des épiscopes 360 au niveau du chef de char? Il y a une raison assez simple, c'est que la guerre ne se fait pas derrière des écrans. La guerre, c'est pas un jeu électronique à laquelle on joue. La guerre se fait avec des vrais gens, quoi. Et en France, en tout cas, on a cette culture. Je l'ai vu à plusieurs reprises en opération. Lorsqu'on arrive dans un village en Afrique, on descend et on va voir le chef de village. On traverse pas à fond avec le klaxon pour vous faire pousser. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Bon. Donc c'est ça. Et donc on regarde ce qui se passe autour, on dialogue. Et ce dialogue, c'est pas à travers des écrans qu'on le fait. Parce que l'écran, il crée une distanciation, forcément. Donc néanmoins, est-ce que le MGCS, on imagine d'avoir cette distanciation? Et est-ce que nos homologues, nos concurrents, pensent la même chose? Je ne sais pas ce que pensent nos concurrents, mais qu'ils y réfléchissent, je pense c'est évident. Un pays comme la Chine, qui se développe d'un point de vue militaire, doit avoir une réflexion, à mon avis, très fine sur le futur d'un engagement terrestre. Je ne doute pas que les Américains y réfléchissent également. Je pense que nous, Européens, et c'est un peu le sens de MGCS, c'est une réflexion au niveau européen que l'on mène. Alors, doctrinalement, c'est vrai qu'il y a du boulot entre l'armée allemande et l'armée française. On a des cultures assez différentes. Pourtant, ça reste des Européens. Et pourtant, ça reste des Européens. Mais je pense que là aussi, il ne faut pas pleurer avant d'avoir mal, quoi. Ouais. Et on peut avoir droit d'espérer qu'on arrive à quelque chose, quoi. Et on a un enjeu particulier, c'est la démographie. On est des pays vieillissants et on a le fantasme de remplacer la masse par de la technologie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais là on est sur la masse humaine. Et donc le fait de se dire on va tout numériser, avoir des effecteurs, avoir de la robotique, finalement on remplace de la boots, des boots, par de la techno. Mais tu as souligné les limites. C'est face à une attaque en masse, rapidement, on n'aura pas la réserve, quoi. Mais est-ce que la masse d'un éventuel dronisation, etc., permet de compenser regarde la masse de drones ukrainiens. Oui. Enfin, ils en sont à combien? 5 à 6 millions par an maintenant? Oui. 10 000 par jour. Ouais, c'est monstrueux. Est-ce que pour autant les Russes reculent? Non, mais peut-être qu'ils avancent moins. Mais ils avancent moins vite, c'est clair. Donc tu atteins des limites. Tu vois. Je voudrais revenir aussi sur la question, du point que vous avez abordé, qui est la coopération, un projet européen. Ouais. Pourquoi on a besoin des Allemands et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de nous? Alors, comme l'a souligné Thomas tout à l'heure, avec l'armée, la BITD et le monde politique, du point de vue politique, c'est très bien d'avoir un programme de coopération. Ça donne corps à la coopération européenne sur un sujet qui est extrêmement sensible, c'est la défense. Donc il y a cet aspect-là où, eh bien, on a un sujet. Le problème, c'est là encore, on a un déséquilibre. Je vais revenir à cette présentation, cette audition du patron de Nexter en 2019 devant la Commission Défense. Il dit aux parlementaires, le marché européen du char, c'est 8000 chars. La part franco-allemande de ce marché-là, c'est 43%. Donc MGCS va prendre 43% à minima de ce marché de 8000 chars. C'est 4000 chars, c'est 50 milliards. Le problème, c'est que la part franco-allemande, c'est 43%. La part allemande, c'est 40%. C'est pas acceptable. Et 3% pour la France.
On a finalement une fenêtre de tir en 2012. MGCS, ça vient d'où? C'est un peu comme Renault-Nissan. Nissan est en difficulté, Renault saisit l'opportunité. Krauss-Maffei, en 2012, n'exporte quasiment pas, vient de perdre le contrat saoudien, non pas de la faute du client, mais parce que les écologistes refusent l'exportation en Allemagne. Hein. Et on est finalement sur 200 chars en France, 200 chars en Allemagne, et pas beaucoup de perspectives export. Ça fait sens de coopérer. Je suis un naïf, j'ai tendance à dire que Krauss-Maffei était de bonne foi en 2012. Et puis rapidement, les exportations repartent. Le Léopard, c'est une bête de guerre au niveau commercial. Tu as le club Léopard, où en fait la communauté de pays qui possèdent du char coopère pour développer, partager les coûts de R&D et faire vivre ce système de chars, et qui a pris le relais du club Léopard sur le Léopard 1. Donc tu as ces deux clubs Léopard qui cohabitent. Hein. Pourquoi faire entrer les Français là-dedans, qui représentent peanuts sur le marché international? La France, c'est 400 chars, 450 chars dans le monde. L'Allemagne, c'est 4500, c'est 10 fois plus. Juste préciser pourquoi ce déséquilibre, c'est que les Allemands ont vendu leurs chars à la fin de la guerre froide. Le char Leclerc est une demi-génération au-dessus en termes technologiques. Et les contrats sont annulés. Mais c'était à la fin, après la fin de l'URSS. Et là, on a un choix allemand qui est fait, qui est extrêmement stratégique, c'est que la guerre froide est là, les commandes ne sont pas annulées de Léopard 2, et ils vont construire leurs 1800 Léopard 2 en n'ayant plus aucun besoin opérationnel de ces chars, mais qui vont servir de cheval de Troie à l'exportation. Ils vont être cascadés, c'est-à-dire cédés, vendus à des pays qui ont des besoins en tant que matériel d'occasion, matériel de seconde main. C'est le deuxième cycle de vie. Aujourd'hui, là Non, à l'époque déjà à assez l'époque tôt, dans les années 90. Hein. Okay. Et finalement, tu as deux pays qui achètent du char neuf, c'est les Pays-Bas et l'Allemagne, et quasiment tous les autres récupèrent ces chars d'occasion. Sauf qu'ils les font vivre, ils sont modernisés, on vend des munitions, on vend de la maintenance, et l'industrie maintient ses compétences, et on a un parc sur lequel jouer de plusieurs milliers de léopards. Il y a un enjeu de stratégie industrielle chez les Allemands. C'est ce que j'allais dire, il y a cette fameuse phrase, quand on parle d'industrie de défense, les Allemands parlent d'industrie, les Français parlent de défense. Eh bien, on échange l'un contre l'autre, quelque part. Eh oui, mais le problème, c'est si les Allemands n'ont plus besoin de nous aujourd'hui, quelles sont les chances qu'on aille réellement au bout de ce programme franco-allemand? Il y a quand même autre chose dans MGCS que du char. Oui. Ah oui. Et quelque part, sur les capteurs, sur l'optronique, hein, la France est très très bonne, sur la numérisation, on a quand même une longueur d'avance. Il y a beaucoup de segments, les munitions intelligentes chez MBDA et compagnie, on a quand même des atouts. Et on se dit, le char Leclerc n'a pas une bonne image dans le monde politico-diplomatique, en termes d'exportation. Il y a toujours eu quelque part ce malaise de Leclerc, parce que les premiers prototypes sont partis en opération, sont partis dans les régiments, sans être vraiment déverminés, et donc il y a une espèce d'aura négative sur le char Leclerc. À l'exportation, on a toujours douté de la capacité de la France à exporter. Mais comme on l'a douté du Rafale, jusqu'il y a une dizaine d'années, on n'y croyait plus. Sauf que là, on serait incapable de produire du Leclerc si on devait exporter. Mais on ne fait pas vivre ces technologies avec une perspective d'en faire un outil industriel pour l'export. Les Allemands, le char Léopard 2, c'est un produit destiné à l'export. Et là, ça fait une grosse différence de positionnement. Donc oui, les Allemands se pensent en industriels, commerçants, quand, tu as tout à fait raison, les Français envisagent une coopération, parce que, un, c'est de bon ton du point de vue politique, deux, on n'a pas la masse critique pour faire un char à nous tout seuls, et on a besoin de coopérer parce qu'on a cette ambition de défense européenne. Et les rumeurs récentes d'une éventuelle relance de la chaîne de production du Leclerc au profit de l'Inde, de la Roumanie, tout ça, c'est du bruit médiatique pour faire baisser le prix des autres concurrents? Vendre des technos, oui. Et on a des briques sur Leclerc qui seraient extrêmement intéressantes. Il y a plusieurs marchés qui sont à cibler, notamment effectivement l'Inde. On a une capacité de vendre des solutions technologiques. Parce qu'ils ne sont pas contents de leur T90, entre autres, côté indien. Ouais, mais si vous voulez, avec les Allemands, les problématiques du char et franco-allemand, c'est malheureusement pas nouveau. Je parlais tout à l'heure de la MX-30. Il faut savoir que la MX-30 est née d'un programme qui s'appelait Europa Panzer en 1958-59, qui a donné d'un côté la MX-30 et le Léopard 1 de l'autre. Mais au départ, il y avait une vraie volonté que ce soit Europa Panzer. Ça n'a pas marché. Avec le Leclerc, on a remis le couvert une deuxième fois, où les Allemands avaient gentiment accepté qu'on l'appelle le Napoléon. Ça nous aurait fait plaisir. Mais bon, ça n'a pas débouché non plus. Je crois que je reviens à ma table de mixage et aux acteurs politico-économiques qui sont derrière. Parce qu'en fait, c'est ça. À ce niveau-là, on est sur le niveau politico-économique. On ne parle plus de la qualité de l'engin en tant que véhicule opérationnel. Hein, c'est même pas le sujet. C'est vraiment le poids qu'on y met en termes de volonté. Alors, je suis peut-être un peu naïf, mais je crois encore à la volonté politique.
Ça n'a pas marché une première fois, donc dans les début des années 60, et pourtant on avait poussé le bouchon très loin, puisqu'on avait fait des essais comparatifs en France, au camp de Mailly. Ça n'a pas marché en 90 avec le Leclerc, pour un tas de raisons, mais fondamentalement pour des raisons politico-économiques. J'espère que cette fois-ci, on va peut-être y arriver. Non, parce que sinon, on peut aussi faire comme les Polonais et acheter des chars coréens. Hein. Et vous, là, alors, optimiste, pessimiste, pour vous, en 2035, là, on commence à Il y a un double concrétiser. langage. Le fait de mélanger le char et MGCS, finalement, trouble un peu le discours. Ouais. Et soit on assume de dire on ne fera pas un char franco-français. D'ailleurs, est-ce qu'on aura encore un C'est char le cas. en tant que tel? Si on prend la répartition des briques technologiques de MGCS, les Allemands ont le châssis et on se donne le temps de voir si la tourelle, l'armement, ce sera du 130 Rheinmetall ou du 140 Ascalon Nexter, enfin KNDS France. On se donne le temps, mais en fait, le match est plié côté allemand. Enfin, ils n'ont aucune envie de prendre du 140. Alors, la porte a été ouverte, Emmanuel Kiva a dit on pourrait imaginer avoir un système d'armes différent, et c'est pas gênant par rapport à ce qu'est le système MGCS. Mais il faut trouver des partenaires, parce que si on est tout seul à avoir du 140, que c'est pas un standard, ça va être très très difficile, et on va refaire une technologie en solo, alors qu'il y a un vrai avantage du point de vue opérationnel du 140. Hein. C'est pas juste un canon de char, c'est pas on a un plus gros tube que le voisin, c'est qu'on est polyvalent, on tire des munitions intelligentes, on peut tirer des charges, on peut tirer du drone, on peut tirer plein de choses avec un 140. On peut imaginer, c'est Marc Chassillan qui dit qu'il faut un angle de 30 degrés sur cette future tourelle pour pouvoir faire du tir balistique, pour pouvoir tirer à très longue portée des munitions intelligentes. Une sorte d'artillerie. On est sur quelque chose d'extrêmement polyvalent, beaucoup plus riche qu'un canon de 130, qui pour le coup, c'est j'ai du 120 plus. C'est un canon anti-char, quoi. Je caricature volontairement. Et là, on a un enjeu, et dans les briques technologiques, le 140, il faut le pousser à mort avec des acteurs qui sont des acteurs pas allemands, qui sont peut-être les Indiens, peut-être les Américains, peut-être des pays nordiques, peut-être d'autres. Et j'ose espérer qu'il y a des discussions avancées sur ces sujets, de façon à ne pas se faire doubler par le 130. Donc si je résume, on sera dans le MGCS, mais pas forcément dans le char, si les Allemands continuent à avancer le sans châssis nous. est allemand déjà. Ouais. Voilà. Compliqué. Ça veut dire que pour Oui. l'export, si demain tu veux exporter un char français, c'est-à-dire une version de MGCS avec un canon qui serait 140, les Allemands profite peuvent aux nous Allemands. bloquer. On aura Et ça besoin. profite- oui, il faut le vote du Bundestag. Hein. C'est encourageant, sachant qu'on avait lié aussi l'avenir du SCAF au MGCS et inversement. Alors qu'il y a un partage, c'est légitime. Oui. Mais on a tendance en France à donner des gages sans que les accords soient scellés. Et c'est un peu la difficulté qu'on a vis-à-vis de l'Allemagne, qui est quand même, en termes de puissance économique, un cran au-dessus. Quoi. Et qui se donne les moyens de réussir industriellement à nous écraser. Absolument. Actuellement. Absolument. Ouais. Oui, alors moi je vais de nature optimiste, hein, c'est mon côté. Donc moi je suis naïf et tu es l'optimiste. Ouais, c'est ça, oui. Je vois quand même qu'aujourd'hui, la politique allemande, elle évolue largement sur la défense. Hein. Oui. Des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a ne serait-ce que 2 ans sont en train de se passer. Donc bon, ne soyons pas, essayons de voir la bouteille ou le verre plutôt à moitié plein et espérons que. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer non seulement en termes de relations politico-économiques, etc., mais je ne sais pas ce qui va se passer dans un an. Moi, on m'aurait dit en 90 qu'un an plus tard, on allait partir dans le Golfe avec un régiment de chars. J'aurais eu du mal à le croire. Oui. Pourquoi, comment, de quoi s'agit-il ? Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. Ou qu'en 2021, on serait peut-être confronté à la Russie avant la fin de la décennie. Et que, voilà, donc, mais là, le problème, c'est que la confrontation avec la Russie, pour l'instant, elle reste, j'allais dire, de façon théorique. Là, dans le Golfe, on est parti, pas Oui. théoriquement, quoi. On est parti concrètement. Donc, si vous voulez, bon, essayons d'être capables à la fois de se projeter en 2040, certainement, mais essayons aussi d'être capables de se projeter en 2027, quoi. Ouais. Voilà. Aussi. Mais tu as le discours politique allemand, tu as le discours industriel. Hein. Oui. Je ne sais pas si tu as vu le DST qu'on a fait avec le centre de recherche CR451 de GE sur la culture allemande, la culture industrielle. Génétiquement, les Allemands ont des écosystèmes très territoriaux. Pourquoi perdre un partenaire allemand qui est depuis des décennies notre fournisseur, sous-traitant, dont je finance la R&D au profit d'une boîte française qui m'apporte un marché de 200 chars. Quand mon marché à moi, alors nous on l'a estimé, le marché des chars allemands, c'est 2000 chars dans les 15 ans. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, ce que la France a du mal à accepter, c'est que les Allemands vont assécher le marché du char d'ici 2040, au moment de l'entrée en service potentielle de MGCS, et que le marché du char en Europe, et possiblement partiellement à l'international, ce sera du Leopard 2 AX, ou du A8 déjà, du AX, le marché sera sec.
Et donc, on n'a pas de perspective export. Donc, les 8000 chars dont on va prendre 43% de part de marché, je suis désolé, ça n'existe pas. C'est gai. Patrick, Thomas, un grand merci. Mais On remettra les liens vers les différentes études que vous avez pu réaliser, vos liens vers LinkedIn, etc. Puis en espérant que ça avance dans le bon sens, on se donne rendez-vous dans 2 ans. Ah On bah, va avec essayer plaisir. d'avancer. allez. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au studio Air et Cosmos.